Vous allez d'abord nous parler du mot mélange. Mélange. Bon, mélange évoque variation, parce que sans diversité, il ne peut pas y avoir de mélange. Et le mot lui-même implique des choses différentes qui se mettent ensemble, sinon il n'y aurait pas de mélange pour commencer. Et évidemment, c'est cette diversité, ce mélange qui sont dans un certain... sont la fabrique de l'évolution. Et donc parler de mélange, c'est parler des processus qui, dans la nature ou dans l'histoire, ont produit le monde passé et le monde où l'on vit aujourd'hui. Pour ce qui est du poétique supérieur et des origines de l'homme moderne, en particulier, le mot vient associer ces dernières années à la question de la contribution néandertalienne à notre patrimoine génétique. C'est une longue histoire. Les Néandertaliens ont eu dès le début une très mauvaise réputation, ce qui est assez facile à comprendre si l'on prend en compte que c'est la première forme d'homme fossile qui fut découverte. Cette découverte a eu lieu l'année 1856, donc à peu près à l'époque où l'idée d'évolution commençait à gagner du terrain parmi les naturalistes et le public éduqué avec des connaissances en sciences. Mais à une époque où aussi cette idée d'évolution se mélangeait, encore à nouveau le mot mélange, avec la notion de progrès, comme le disait c'est ce que Mortier a appelé la loi du progrès universel. Non? La préhistoire servait à illustrer l'opération. Elle nous donnait des exemples, les preuves de l'existence de cette loi qui finalement reproduit, en ce qui concerne donc le monde vivant, l'homme moderne, enfin l'Européen du XIXe siècle. Et évidemment, dans ce contexte-là, fossile voulait dire aussi primitif. Donc, d'un côté, la découverte de Néandertal apporte la preuve matérielle de l'évolution, du fait évolutif en ce qui concerne l'homme, ce qui était important parce que justement la discussion au XIXe siècle était à ce sujet, la discussion de savoir si, d'accord, eh bien, bon, l'évolution, ça peut avoir marché avec le reste du vivant, mais pour l'homme, il faut le mettre à part, donc c'est une création divine, et donc il a été mis sur terre assez récemment et déjà dans sa forme achevée. Et justement, là, la découverte de Néandertal apportait la preuve que ce n'était pas le cas, que le concept d'évolution s'appliquait aussi à la lignée humaine. Mais en même temps, puisque, enfin, non seulement pour les savants, mais pour le grand public, le concept venait associer à cette idée de progrès. Néandertal a été, disons, dès le début, l'archétype de ces hommes que nous ne sommes plus. En résultat de l'évolution et du progrès de notre lignée, nous ne sommes plus ça. Disons, c'était en même temps la preuve
que l'homme avait évolué, mais aussi le miroir où l'on se regardait pour dire nous ne sommes pas comme ça ou nous ne sommes plus comme ça, nous sommes évolués. Et comme toujours, ces premières impressions collent. Et cette notion de Néandertal comme un être primitif, abruti, etc., a collé et a influencé très profondément la pensée académique et la culture scientifique en général parmi le grand public. Et il a fallu, disons, un changement culturel dans les années après la Deuxième Guerre mondiale pour remettre en question les aspects paradigmatiques de cette vision des Néandertaliens. Et dans les années 60-70, on assiste à un bouleversement et en effet à l'établissement de l'orthodoxie de Néandertal comme sous-espèce, tout simplement. Donc quelqu'un qui est un ancêtre comme les autres, dans un cadre évolutif où l'on ne pensait que sauf pour les australopithèques, qui était bien évidemment une lignée à part, l'évolution humaine avait été un processus anagénétique, c'est-à-dire de transformation à la manière darwinienne, stricte, de transformation d'un ancêtre, d'une espèce ancestrale, Homo erectus, dans une espèce descendante, Homo sapiens, par le biais d'une série d'étapes intermédiaires. C'est à la fin des années 80 que la question de l'altérité radicale des Néandertaliens fait une réapparition très forte, surtout dans le cadre de l'entrée dans le débat d'une nouvelle discipline qui est la génétique, et qui nous raconte que d'après l'étude de l'ADN mitochondrial, les humains actuels descendent tous d'une mère, d'une Ève africaine qui aurait vécu il y a 150 ou 200 000 ans. Et ce concept-là colle, le contraste qui a une vingtaine d'années, une trentaine d'années existait entre les Néandertaliens et le reste d'hommes modernes du Paléolithique supérieur, ou que l'on pensait appartenir au Paléolithique supérieur, était assez fort et collait bien avec une idée de remplacement de population à cette époque. Et donc voilà, il y avait de bons arguments génétiques, de bons arguments fossiles pour reprendre la notion de Néandertal comme espèce à part. Pas nécessairement comme l'archétype du primitif abruti, quoique quelques-uns, sans utiliser ces paroles-là, ont proposé des notions, des modèles pour le comportement néandertalien qui n'étaient pas très lointains de ce qu'on avait dit au XIXe siècle. Mais voilà, donc ça a repris. Et il a fallu, en effet, plusieurs découvertes, comme c'est le cas en science, généralement, de fossiles qui sortaient du cadre attendu, qui présentaient en même temps des caractéristiques modernes, dites diagnostic de l'homme moderne au sens cladogénétique, mais aussi des Néandertaliens, comme l'enfant de Lagarveille au Portugal, ou les fossiles de Oase en Roumanie. Et, d'un autre côté, la vérification que les soi-disant restes d'hommes modernes, que jusque-là étaient censés représenter ces premières populations non néandertaliennes d'Europe, en effet, par la datation directe au radiocarbone, représentaient des intrusions, parfois du Moyen-Âge même, dans des dépôts du début du Paléolithique supérieur,
pour que les choses commencent à changer et que le fait mélange soit, disons, pris en considération et que le concept de hybridation, métissage, gagne du terrain dans les débats. Cette vision des Néandertaliens comme faisant partie de la famille, donc étant aussi un ancêtre, n'est pas exactement la même chose qu'on disait les années 60 ou 70, dans le sens que à cette époque-là, on concevait Néandertal comme une étape, une phase dans un processus anagénétique strict, comme, disons, une phase dans l'évolution, dans la transformation de Erectus en Sapiens. L'idée qu'on a à présent sur la base de l'étude des fossiles, c'est plutôt une idée basée sur la diversité, la différenciation géographique des populations humaines par isolement dans les différents continents, avec un rôle important de l'Afrique, toujours dans le processus, ce qui est normal vu la dimension du continent et le fait que l'Europe elle-même, pendant l'époque des glaciations, était réduite en termes d'air habitable à moins de la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, ces populations eurasiatiques, comme les Néandertaliens, étaient un peu comme... Il faut penser à ces populations-là un peu comme les Esquimaux de l'époque, c'est-à-dire des populations qui habitaient la périphérie de la toundra, les régions subarctiques ou de la forêt boréale, en dessous des calottes glaciaires, donc une zone finalement assez restreinte de l'Eurasie, et donc avec des effectifs démographiques réduits. Donc justement, le fait néandertalien démontre l'existence d'un isolement important entre les différents continents. Autrement, cette forme-là, ce phénotype n'aurait pas pu se différencier et se maintenir pendant des dizaines de milliers d'années. Mais c'est justement le fait que cet isolement commence à disparaître, parce que les populations augmentent leurs effectifs, et ceci aussi bien en Eurasie qu'en Afrique. Donc là où il y avait auparavant une frontière assez imperméable, les flux génétiques, les échanges d'individus, les migrations, les déplacements, etc. se font beaucoup plus fréquents. Et ce qui était de réservoir, réservatoire, Un réservoir? Réservoir, ce qui auparavant était deux réservoirs génétiques séparés deviennent un seul. Et dans une situation comme ça, évidemment, le mélange ne peut avoir comme résultat que l'assimilation du réservoir le plus petit par le plus grand. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce que l'ADN mitochondrial avait suggéré n'était pas incorrect, c'est-à-dire la piste africaine, la piste du poids de l'Afrique dans la génétique de l'humanité actuelle était juste, c'était une idée juste, mais on avait fait l'erreur à l'époque de confondre cette femme où la lignée de coalescence de la mitochondria se terminait avec la première personne représentant une nouvelle espèce. Donc, alors, tout simplement, c'est là où la piste se perd.
et non le point d'émergence d'une nouvelle espèce. Il est vrai donc que ces populations-là augmentent. Il y a une dispersion importante vers l'Eurasie, mais au moment du contact, le mélange se produit. Et comme l'a depuis démontré l'étude de l'ADN nucléaire, qui a pu être extrait directement de fossiles néandertaliens, non seulement leur contribution est présente dans les fossiles des premiers hommes modernes d'Europe, qui présentent ces traits néandertaliens, mais aujourd'hui même, parmi les populations d'Europe et d'Asie, la partie de notre génome qui est spécifiquement humaine est composée pour quelque chose comme 2 ou 4% de matériel dont l'origine est néandertalienne.